Bonjour, Ciné-Chat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un justicier dans la ville, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec une moustache. Et mes vigilantes sont... Laurent Vachaud, la vengeance est un pod qui se caste froid. Philippe Sedbon, chicken's good. I like chicken. Et bienvenue sur Ciné-Chat. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour cette descente aux enfers dans le New York pré-Giuliani. Alors, si j'ai bien compris, œil pour œil, dent pour dent, vous avez vos chaussettes et votre petite monnaie ? On a tout ce qu'il faut. Philippe, tu as lavé ta chaussette cette fois-ci avant de mettre les pièces dedans ? Non, j'ai oublié, en plus elle est trouée. Parfait, je nous ai pris des cartes oranges pour faire des économies et des cartes vermeilles aussi. Et une fois n'est pas coutume, Laurent ouvre le bal Doom Doom et nous raconte la jeunesse du film dans un chapitre intitulé Dr. Lemon et Mr. Bronson. Un justicier dans la ville, donc Death Wish en anglais, qui veut dire quoi ? Comment on traduirait ça C'est intraduisible. C'est intraduisible. En fait, justement, j'ai une question à vous poser avant que tu te lances, Laurent. Pardon, c'est qu'un Death Wish en anglais, ça veut dire que tu as un vœu de mort vis-à-vis de toi-même, que tu as envie de mourir, c'est une envie de suicide, si tu veux, d'une certaine manière. Qu'on retrouve beaucoup plus dans le livre dont tu vas nous parler, alors que dans le film, on va voir que Bronson, c'est un death wish vis-à-vis des autres, surtout, et qu'on oublie cette notion de sacrifice et de suicide. À toi, Laurent, pardon. Donc, en fait, tout part d'un livre que j'ai pas lu, je dis. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez lu. Moi, je crois pas non plus, parce que c'est assez rare à trouver, je crois. Maintenant, il est paru, je crois, dans la collection de la série noire, donc Gallimard, d'un gars qui s'appelle Brian Garfield. Donc, je connais pas non plus ses autres livres. Il a fait un livre après, je crois qu'une suite, qui a été adaptée après au cinéma sous titre, je crois, Death Sentence avec Kevin Bacon, qui reprend en fait le rôle du justicier dans la ville que Bronson campe ici, sauf qu'il n'a pas le même nom. Ils ont gardé dans Death Sentence le titre, le nom original, qui s'appelle Paul Benjamin, et ils ont changé Kersey pour Bronson. Alors, j'ai pas très bien compris. Il paraît que Kersey allait plus avec Bronson que Benjamin. Bon, ils ont changé également la profession, puisqu'il est comptable dans le livre, ils en ont fait un architecte, mais effectivement, Paul Benjamin, je crois qu'il était, c'est un personnage juif dans le livre, qui faisait plein de statistiques et qui nous permettait justement de voir les statistiques sur les crimes dans les années 70, qui étaient en pleine progression, en pleine montée. Mais là, ils ont pensé que Bronson, effectivement, n'était pas un Benjamin, mais un Kersey, et c'était le nom d'un figurant sur le plateau, et ils l'ont payé pour avoir son nom. Ouais. Paul Benjamin, c'était un acteur black américain, qui jouait avec Clint Eastwood dans L'évadé d'Alcatraz. Oui, bien sûr, ouais. J'adore. Il paraît que le mec Kersey, il paraît qu'il est, il est dans toutes les scènes de figuration, en fait. Il était OK pour donner son nom, pour qu'on utilise le nom pour appeler Bronson, mais la contrepartie, c'était qu'il voulait être dans toutes les scènes en figurant, quoi, dès qu'il y avait de la figuration. Bronson est aussi peu crédible en architecte qu'en comptable. Je vois pas trop, j'ai pas bien compris ça. Alors, comptable, c'est pas très sexy, mais en quoi architecte, c'est quoi ? Parce qu'il est un peu artiste, alors c'est plus sexy. Écoute, on va en parler dans le film. Moi, je voudrais que tu nous parles du projet de Sidney Lumet avec Jack Lemmon. En fait, c'était donc un projet qui, je crois, courait depuis un moment. Et Sidney Lumet, en fait, devait le réaliser vers 72 ou 73. Et avec il voulait prendre Jack Lemmon pour jouer donc le protagoniste, et il a finalement décidé plutôt de faire Serpico à la place. Donc finalement, on peut plutôt s'en féliciter, parce que je ne sais pas ce qu'aurait valu le Justicier dans la ville de Lumet, mais ça nous aurait privé en tout cas d'un des meilleurs films de Lumet, puisque Serpico, c'est quand même... C'est vrai. Je voudrais ouvrir le débat sur le fait que, qu'est-ce que vous pensez du fait que ça ne soit pas du tout le personnage du livre, mais qu'on ait tout de suite un Bronson qui est déjà presque menaçant, un petit peu à la manière de Jack Nicholson, qui était un petit peu déjà fou en entrant dans l'Overlook, mais on attend qu'il lâche le Bronson. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Et tu sais que dans Le Vieux Fusil, un autre film de vengeance, on va parler beaucoup des films de vengeance aujourd'hui, c'était Ventura qui devait faire le rôle, et qui refuserait. Et finalement, il le donnait à Noiret, donc au Jack Lemmon français, entre guillemets, c'est un personnage dont on n'attend pas que la violence surgisse de cette façon. Donc, les chiens de paille, d'une certaine manière. D'ailleurs, Bronson, quand il a lu le script la première fois, a dit c'est un rôle pour Dustin Hoffman, c'est pas un rôle pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous auriez préféré, en gros, que ce soit Jack Lemmon ?
Non, parce que là, en fait, avec Bronson, c'est jouissif, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même genre de film. Fallait pas faire un film sérieux. Enfin, ils auraient pu, mais je pense que ça aurait été beaucoup moins marrant. Parce que bon, en dehors de le débat, oh là là, c'est pas bien de se venger soi-même. Enfin, c'est un film jouissif. Enfin, tu prends un pied pas possible à regarder ça. C'est pas du grand cinéma, mais c'est un film très bien fait. Après, moi, j'aime moins j'ai vu une suite, je crois. J'ai juste vu le 2, hein, que je trouve pas. Alors, en fait, il paraît que les suites à numéro impair se passent à New York et les suites à numéro pair se passent à Los Angeles, quoi. Mais j'avais pas tellement aimé le 2. Philippe, tu en as vu Je combien? les ai tous vus, moi. Je les ai tous vus. Dans le 5e, où il y a 2 fois le mot death dans le titre, comme on disait, tu te rappelles, Death Wish, Ouais. Face of Death, il affronte le grand Michael Parks, qui travaille dans le monde de la mode. C'est Charles Bronson contre les gens de la mode. Oui. C'est ahurissant, ce film. C'est tourné avec 3 balles, c'est tourné au Canada. Bronson est très gros et très âgé, et le film est complètement hallucinant. À un moment, il tue un voyou avec un ballon de foot avec une bombe dedans. C'est véridique. C'est pas Danny Trejo, d'ailleurs, qui tue avec ça Non, il est dans le 4, lui. Ah, il est dans le 4, c'est ça, je confonds. Là, c'est avec une bouteille de vin explosive. Voilà, je savais qu'il y avait une explosion. Mais dans les Simpsons, tu as vu, ils font Death Wish 9, et c'est Bronson dans un lit d'hôpital qui dit I wish I was dead. Parce qu'en fait, il y avait 2 producteurs au départ qui avaient acheté les droits du bouquin, je ne sais plus comment il s'appelait, mais finalement, ils ont arrêté assez vite dès que Lumet, je crois, est parti sur un autre projet. Et c'est Dino De Laurentiis qui a repris le projet. Et ce qui est quand même assez bizarre, c'est que c'est Dino De Laurentiis qui a produit Serpico aussi, quoi, tu vois. Il faudrait faire une émission sur Dino De Laurentiis, parce qu'il a produit aussi Evil Dead 2, il a produit La Strada, c'est une carrière absolument hallucinante. Il paraît que des fois, il connaissait à peine les scénarios des films qu'il produisait, quoi. Il parlait pas anglais. Disait, quand le singe va mourir, tout le monde va pleurer. Il disait en parlant de King Kong, contrairement au requin des dents de la mer. C'est Michael Winner qui a eu l'idée de Bronson, en fait, parce qu'il avait fait un film avec lui. Il avait fait 2 films avec lui, je crois, des Stone Killer. Ouais. Château, ouais. Et moi, j'ai lu les mémoires de Michael Winner, qui est quand même un bouquin qui s'appelle Winner Takes All. Et c'est assez marrant quand même, parce que le personnage et j'ai lu un bouquin même de la secrétaire qui s'appelle Surviving Michael Winner, tu vois. Le gars était visiblement un fou furieux, non seulement obsédé sexuel, mais presque sadique, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on appelle, quand il est mort, on avait dit le bon vivant Michael Winner, ils avaient dit dans sa nécromorphie. Parce qu'il était devenu critique gastronomique à la fin de sa vie. C'est ça, mais il est mort parce qu'il a mangé une huître dans les Barbades, tu as vu? C'est pas Death Wish, c'est Death Fish. Oui, ensuite... Moi, j'ai eu des échanges avec lui très brièvement. J'avais lui dit que j'aimais certains de ses films. Il était sur Twitter, tu vois. Ah ouais. Mais à la fin de sa vie, il a mangé 5 fois de suite du steak tartare et il dit que c'est une grande erreur. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il est mort. Ah bon? Pourtant, moi, je mange du steak tartare très régulièrement. Oui, mais là, 5 jours de suite. 5 jours de suite. Ouais. Et après avoir mangé cette huître dans les Barbades, qu'il envoyait à l'hôpital pendant des semaines et des semaines. Mais Michael Winner, on en a fait maintenant une espèce de cinéaste très vulgaire, réac. Bon, c'est vrai qu'après, les films de la fin étaient quand même assez indéfendables, enfin Dirty Weekend, des trucs comme ça. Mais moi, il y a des films de lui que j'aime beaucoup, hein, même ces films anglais, j'en ai vu 1 ou 2. C'était un bon réalisateur. Et là, techniquement, si tu veux, Justicier dans la ville, c'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien mis en scène. Mais Philippe, justement, tu as vu, il a fait 6 films avec Oliver Reed, Michael Winner. Oui. Ils étaient copains. Il a même fait jouer un second rôle. Je crois que c'était dans le remake du Grand Sommeil. Wow. Ouais, qui n'est pas terrible. Non. Enfin, en tous les cas, les années 70, c'est le Watergate, c'est la fin du Vietnam, c'est Dirty Harry, c'est le cinéma d'exploitation. On voit vraiment, le film est très, très en mode exploitation, à la Texas Chainsaw Massacre, en particulier la scène de violence dont on va parler plus tard avec ton ami Jeff Goldblum. Philippe? Qui m'a raconté des choses intéressantes sur le tournage, d'ailleurs. Ah bah justement, ça j'ai hâte de savoir. Philippe qui a dirigé Jeff Goldblum dans son film Mr. Frost. Mais c'est vrai qu'il y a un parfum de La dernière maison sur la gauche. On va voir Taxi Driver arrive quelques années plus tard aussi. C'est une hausse de la criminalité dans ce milieu urbain, et en particulier à New York. C'est aussi 2 ans avant Le fils de Sam. Donc c'est à New York qu'on voit dans Le Maniac de William Lustig ou dans les films de Frank Henenlotter. Maniac Cop aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un film où Charles Bronson jouait le frère de Joe Spinell.
et qu'il le recherche, tu sais. Bon, après, faut bien dire quand même que les films de Vigilante, puisque ça c'est un peu ce qui a lancé les films de Vigilante, il y en a quand même assez peu de bons. Hein. Death Wish, c'est peut-être quand même le meilleur, non? Enfin, moi, j'en ai vu quelques-uns qui sont quand même pas tous. J'aime bien Rolling Thunder de John Flynn. Ah ouais, mais ça m'a frappé. C'est dommage qu'il n'ait pas joué le Punisher, Charles Bronson, parce que c'est vraiment le sujet du Punisher aussi. Hein. Super-héros français, le pleurnicheur. Mais là, on peut dire quand même que c'est un peu trop attendu, mais en même temps, c'est assez jouissif, quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, je suis pas sûr qu'avec un autre acteur, ça aurait été beaucoup mieux. Et ça aurait été peut-être un autre film plus sérieux, mais peut-être plus chiant, quoi. Tu vois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont fait un gros effort pour le modifier physiquement, Bronson, parce qu'il a une petite moustache très fine. Ouais. Il a des grosses lunettes très très laides qui lui bouffent la moitié de la figure. Il a une frange comme ça. Enfin, il est pas du tout cow-boy, quoi. Je veux dire, mais pour cacher, ça m'a fait penser à la même façon où ils ont dans Batman le défi d'essayer de cacher Michel Pfeiffer avec des lunettes et un chignon. Pour cacher sa beauté, ils essaient de cacher la violence de Bronson derrière des grosses lunettes d'architecte. En tout cas, le côté bestial qu'il a généralement dans les films est complètement amoindri, quoi. Et même quand il se met à tuer les gens, il retrouve jamais sa gueule de tigre là avec les yeux, tu vois, les yeux fixes et tout ça. Il est toujours banalisé au maximum. C'est vrai. Et j'ai lu aussi que, alors je sais pas si c'est un peu en contradiction avec, parce que le passage sur Death Wish dans les mémoires de Winner, finalement il n'y a pas grand chose. Hein, mais j'ai lu que Sidney Lumet en fait voulait le faire avec Lee Marvin au départ, avant Jack Lemmon. C'est possible, ouais. C'est un peu plus dans ses mémoires, aussi, Michael Winner parle aussi du fait qu'il a couché avec Gila Ireland, la femme de Bronson. Oui, avant. Oui, mais pas au moment où il est pas avec. Si, quand elle était avec Bronson, raconte Philippe. Ah bon? Ah non, c'était avant Bronson. Ah, c'était avant Bronson? Moi, je crois que je crois que Bronson était quasiment dans la chambre à côté. Ah non, pas du tout. C'était. Moi, j'ai lu le bouquin de Winner aussi. En fait, c'est. Il a fait plus ou moins débuter Gila Ireland au cinéma, Michael Winner. Ah. Et ensuite, comme elle lui collait un peu trop et qu'elle voulait se marier avec lui, il l'a présenté à David McCallum. D'accord. Qu'elle a épousé. Ok. Dans ses mémoires, il raconte, Winner, il dit à un moment qu'il flippe un peu parce qu'il attend le moment où Bronson va lui dire tiens, il faudrait prendre Gila Ireland pour faire ma femme, tu vois. Et en fait, il lui dit pas ça, il lui dit non, je veux pas qu'elle joue là-dedans parce que j'ai pas envie qu'elle se fasse brutaliser par les petites merdes du film. Il venait de faire, c'est quoi, le Cercle Noir, ça s'appelle, non? Stone Killer en français. Ouais. Et alors, il paraît que Bronson dit à Michael Winner, bon alors maintenant on va faire quoi s'ils avaient envie de refaire un film. Et l'autre il dit, j'ai un scénar super, ça s'appelle Death Wish, c'est l'histoire d'un mec qui venge sa femme et sa fille en tuant des tas de voyous. Et l'autre il dit, j'aimerais faire ça. Et il lui dit, le film, non, tuer des tas de voyous. C'est drôle, mais il y a beaucoup d'acteurs qui avaient refusé parce qu'effectivement Bronson a 53 ans à l'époque, le film va faire de lui une star, mais tu vas nous en parler un peu plus tard, Philippe. Mais Brian Garfield n'aime pas le film parce que c'est le message opposé de son livre, en fait. Comme Stephen King avec Shining. Voilà, exactement. À chaque fois qu'il se met à défourailler ou à casser du voyou, les gens dans la salle applaudissaient, alors que Garfield voulait faire un livre contre la violence et contre le vigilantisme. Mais il a expérimenté la violence lui-même, tu as vu, Garfield, un petit peu comme Anthony Burgess sur Orange Mécanique, il a vécu justement la violence et c'est ça qui lui a inspiré ce livre. Je crois que ça se replace aussi dans la suite des Les Chiens de paille, Orange Mécanique, enfin le début des années 70, où c'est quand même très à la mode de montrer les home invasions, là, tu vois, enfin les gens qui rentrent chez toi pour te violer, te tuer. Puis c'est quand même après Manson aussi, quand même. Hein. Tu sais quel est le premier film américain de Michael Winner? Parce que tu sais, il y avait le chauffeur de Kubrick qui s'appelle Emilio. Ouais. En fait, il paraît qu'il ne regardait que des films de Charles Bronson, tu vois, c'était son acteur préféré. Et alors, il paraît qu'un jour, Kubrick fait rentrer Emilio parce qu'il aimait bien des fois demander, tu vois, aux gens comme ça qui n'étaient pas spécialement cinéphiles, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir au cinéma. Et alors, il lui dit, voilà, je vais faire un film qui s'appelle Shining. Qu'est-ce que tu penses de Jack Nicholson? Et alors... Emilio, tu vois, il savait à peine qui c'était, tu vois. Il dit, il est bien. Mais Stanley, pourquoi vous ne faites pas un film avec Charles Bronson? Est-ce que Shining, ça ne pourrait pas aller avec Charles Bronson? Il paraît que l'autre, il a regardé, tu vois, genre... Here's Charlie. L'autre, il aurait trouvé ça très bien, tu vois, Bronson dans Shining. C'est très drôle. Est-ce que tu sais quel est le premier film américain de Michael Winner, Philippe? Oui, c'est Lawman, l'homme de la loi. Ah, c'est ça, avec un western avec Burt Lancaster et Robert Duvall. Moi, l'homme de la loi, c'est
c'est le premier film que j'ai vu au cinéma qui n'était pas un dessin animé, t'imagines? Waouh, Ah ouais. étonnant. Ma classe j'étais en CE2 ou, je crois, ou CM1. Et je me souviens que j'habitais un bled en Auvergne et on nous avait emmenés au cinéma. C'était un drôle de choix quand même pour une classe de CM1, tu vois, parce que c'est quand même un western assez violent. Je me souviens qu'on voyait à un moment les seins d'une nana. Enfin, il était au lit avec Burt Lancaster était au lit avec une nana et c'est la première fois qu'on avait tous vu des seins, tu vois, à l'air comme ça dans un film parce qu'à la télé, on n'avait pas le droit de regarder à l'époque. Alors, je trouvais que c'était un choix un peu étrange de faire la sortie scolaire, tu vois. Oui, sans compter que c'est qu'il y a il y a la scène avec les seins de cette actrice qui est Sherry North, mais il y a aussi des plans ultra sanglants, piqués à Peckinpah évidemment, tu vois, où tu vois la balle qui rentre, qui ressort avec une giclure rouge comme ça, etc. Et il y a la version qui est exploitée en vidéo depuis maintenant 40 ans, il y a plus tout ça. Les seins, ils sont couverts, c'est-à-dire c'est une prise alternative qu'ils avaient fait avec les seins recouverts, et les plans sanglants sont 2 fois plus courts. T'as plus du tout la surtout ça, parce on était quoi? J'avais même pas 10 ans, moi, quand j'ai vu ça. On était complètement. Tu vois, et je me souviens quand même que c'était assez. Bon, c'est pas choquant, mais c'était un truc, dans un western, tu voyais rarement ça, quoi. Ouais, je me souviens d'un plan, moi, dans la version initiale que tu as vue, donc gamin, un plan où Lee Jacob, à la fin, se met un revolver sous le menton, comme ça, il tire, et on voyait le truc sauter en l'air en haut, avec comme ça, qui a disparu maintenant. Wow. Ouais, tiens, c'est marrant parce que j'ai le DVD, mais en fait, je l'ai jamais revu, je crois. Incroyable. Mais laissons sans plus tarder la parole à Philippe, biographe extraordinaire de Charlie, qui nous parle de la bête dans un chapitre intitulé Adieu ma charrette, dégâts, 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 dégâts. On avait déjà pas mal parlé de Bronson au moment du podcast sur Il était une fois dans l'Ouest, à découvrir ou à redécouvrir dans Cinebuddies. Ouais. Parle-nous surtout de l'endroit de sa carrière où il est au moment de Death Wish, plutôt que de repartir dans les mines. Il est dans un endroit extrêmement étrange de sa carrière, c'est-à-dire, comme tu le disais, c'est un type qui a 52, 53 ans. C'est même pas un has-been, si tu veux, il a été never been, c'est-à-dire que c'est un type qui n'a jamais été star jusque-là, ou jusqu'à il y a 4 ans plus tôt, où il est allé en Europe, et il a commencé à enchaîner 7, 8 films, 9 films comme ça en vedette, et il est devenu l'acteur le plus populaire du monde, sauf aux États-Unis, où il était totalement considéré comme un acteur qui joue dans Bonanza et Les Incorruptibles, quoi. Et donc, quand le premier film qu'il a fait avec Winner, qui était Chattos Land, qui était un western, n'a pas marché du tout aux États-Unis. Le Flingueur non plus, qui étaient pourtant 2 super films. Le Cercle Noir était un peu plus américain dans le sens qu'il s'était tourné là-bas, etc. Donc plus en Europe comme avant. Mais ça, je crois pas que ça ait marché énormément aux États-Unis non plus. Donc, en fait, le Death Wish, ça a marqué le nouveau vedettariat de Bronson, qui est passé de star européenne à star américaine, ce qui n'avait jamais été avant. Un peu comme Eastwood, en fait, quoi, qui a commencé à Eastwood, il a démarré vedette très vite. Enfin, après sa série, après Léon, il a démarré jeune encore. Lui, il aurait pu finir complètement dans has-been complet. Ouais. Et là, ça l'a relancé pour au moins 10 ans. Et ça a fait il a été une star numéro 1. Je crois que c'était le moment le mieux payé du monde. Un de ses plus gros cachets, ça a été justement pour Death Wish 5, où il a touché 5 millions de dollars, ce qui à l'époque était énorme. Ce qui explique pourquoi il ne restait plus d'argent pour le budget du film lui-même. Mais il était tellement pauvre quand il était jeune qu'il était obligé de porter les vêtements de sa sœur à l'école, Marlène, sa sœur. Et j'imagine que personne n'a dû se foutre de sa gueule, tu sais. C'est Bronson quand même. Et quand son père rentrait à la maison, les enfants se cachaient, tellement ils avaient peur de lui. Est-ce que les enfants sont toujours au premier? C'est mon préféré dans les 7 mercenaires, moi c'est comme ça que je le découvre. On en avait parlé. Oui, tout le monde l'a découvert là, dans les 12 salopards, dans la Grande Évasion. En fait, c'est des films de groupe. Les podcasts 12 salopards et les 7 mercenaires à découvrir ou à redécouvrir dans Cinebusters et Cinebuddies. Toujours des rôles assez secondaires où il parlait pas énormément déjà. Ouais. Il avait cette gueule qu'on n'oubliait pas, mais c'était pas du tout une vedette. Et ce corps, parce que c'est l'ancêtre des muscle men, ouais. tu sais, dans les 12 salopards, c'est quand même limite, quoi. Quand tu vois qu'il se déguise en nazi, à un moment, il a quand même pas une gueule de nazi. Pas trop. Mais il est formidablement bâti. Tu as vu dans la première scène à Hawaï, je me demande où ils l'ont tourné d'ailleurs, peut-être à Malibu ou en Floride. Mais oui, sans doute. Ouais, mais il est très 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 bien bâti. Le corps est toujours ne va pas avec la tête, comme on dit avec Bronson, parce qu'il a cette tête burinée et ce corps extrêmement en forme.
Mais D'ailleurs, je trouve que ce prologue à Hawaï est très symptomatique de la mise en scène de Winner, parce que tu as vu en combien de temps il expédie le voyage à Hawaï? En 1 12 minute plans. 46. Voilà, en 12 plans. Ouais, et ce qui est fantastique, c'est que tu sais, ça c'est un truc que Goldblum m'avait expliqué, c'est qu'en fait, il tournait ce qui montait. Un plan derrière l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de master, il n'y avait pas de... Tu vois, ça s'arrêtait, il disait bonjour, il coupait le plan, après le contre-champ sur l'autre qui dit bonjour, après il changeait l'axe de la caméra, et c'était incroyable, il tournait très très vite à cause de ça. Et il montait donc très très vite. La scène de Hawaï, je trouve qu'elle est incroyable. Tu as vu, ça se résume à un plan de eux avec un coucher de soleil, lui et sa femme. Un gueuleton à un moment avec des mecs qui jouent de la musique, je crois, après. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a une espèce de hula où ils mangent une pizza à l'ananas. Il n'y a aucune psychologie, tu n'apprends pas à connaître les personnages, enfin très, très peu. C'est très marrant, quoi. C'est un cinéma qui a disparu complètement et qui est assez rigolo à revoir aujourd'hui. Quand il cherchait quelle actrice allait jouer sa femme, Bronson lui a dit il faudrait, c'est pas Jill Ireland, il faudrait une actrice comme O'Plange. Et Winner lui a dit il y a pas autant prendre O'Plange, tu vois, quoi. Ils l'ont engagé parce que comme ça, quoi. Tu vois. Mais en 75, effectivement, il est 4e au box-office derrière Robert Redford. Il y a aussi, devant lui, il y a Barbara Streisand et Al Pacino. Il aurait pu jouer dans Barry Lyndon, non? Parce que quand la Warner a dit à Kubrick, il faudrait que ce soit les mecs dans le 10, dans le top 10 du box-office. Il aurait été crédible avec la perruque blanche et tout. En irlandais, tu vois. Ça aurait été génial. Et puis, ça aurait fait plaisir à Emilio. Il avait fait une série avec Ryan O'Neal, Bronson, qui s'appelait Empire. C'est ça. Mais avec Redford, ils étaient tous les deux, peut-être pas dans le même épisode, mais ils ont tous les deux été dans Les Incorruptibles. Je me rappelle. Et ils ont joué aussi ensemble ils ont joué dans Propriété interdite, où Bronson cassait la gueule à Redford. Ah, c'est ça. Bravo. Michael Winner avait fait un film avec Ryan O'Neal complètement improbable où il jouait un coureur de marathon avec Charles Aznavour aussi en coureur de marathon. Ça s'appelait The Games. Il a toujours eu le sens du casting, Michael. Écrit par Segal aussi, le futur auteur de Love Story. Tu vois, t'imagines quand même le générique de dingue. Mais j'ai lu que Charles Bronson avait des rancunes, tu vois, il en voulait aux gens et ça l'a probablement pas beaucoup aidé dans sa carrière. Un petit peu à la manière de Steve McQueen, il n'a jamais rencontré son Martin Scorsese. Parce que Michael Winner, même s'il a fait beaucoup de films avec lui, c'est quand même un petit peu comme Borman avec Lee Marvin. Michael Winner est un peu le Borman du pauvre. Non, mais il a raté le coche avec Léon. Il aurait pu, s'il l'avait rencontré plus tôt, peut-être qu'il aurait fait les films que Eastwood a fait. Hein, il aurait pu le faire aussi. C'est vrai. Léon lui avait proposé le film suivant, tu sais, il était une fois la Révolution, qu'il devait faire avec Jason Robards. Okay. Ah ouais. Wow. Les castings, donc c'était pas Bronson au départ. Le choix, vous avez vu, c'est McQueen, bien sûr, dont je l'ai parlé, Clint Eastwood, Burt Lancaster, George C. Scott, dont on parlait beaucoup à l'époque. Frank Sinatra revient toujours. Lee Marvin, dont tu as parlé, et un truc incroyable, You ain't nothing but a hound dog. Elvis Presley. Ah oui. Ouais. Oui, mais ça, est-ce qu'on leur a vraiment proposé ou est-ce que c'est des idées comme dans Le Parrain, tu sais, quand il disait Ryan O'Neal, Robert Redford, en fait, moi j'avais demandé à Ryan O'Neal, est-ce qu'on vous a proposé vraiment Le Parrain? Il m'avait dit non, ils me l'ont jamais proposé. Il paraît qu'ils ont parlé ils ont jeté des noms en l'air, mais il n'y a jamais eu de proposition, quoi. Moi, je vois bien le colonel Parker faisant barrage à tout, parce qu'on avait parlé aussi d'Elvis pour Midnight pour Macadam Cowboy. Ça aurait été drôle. Peut-être qu'ils en auraient fait une comédie musicale, tu vois. Quoi. Ouais. Le prequel du Jailhouse Rock. Moi, ça fait partie des films, en fait, je crois que je ne l'ai jamais vu au cinéma, Death Wish, tu vois, ça a toujours été des films que j'ai vus à la télé. Ça. Moi aussi, beaucoup trop jeune d'ailleurs, parce que c'est une violence, cette scène, il va beaucoup trop loin, Michael Winner, je trouve. C'était pas les dossiers de l'écran, où tu vois, enfin, ça devait être un film qui devait être au dossier de l'écran, style débat sur doit-on faire justice soi-même. Avec cette musique d'intro des dossiers de l'écran qui déjà te stressait énormément. Oui, c'est l'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, exactement. Mais donc, après Die Hard, dont on a parlé il y a quelques semaines, voici un nouveau film où le western est en filigrane. Vous avez vu? Oui. L'époque des pionniers. Les pionniers. Ils en parlent tout le temps. Et l'arme que lui offre le type en Arizona, c'est un Colt de western. C'est ça qui est vachement bien, je trouve. Vous le connaissiez, ce type, Stuart Margolin, qui joue le cow-boy en Arizona? Mais c'est drôle, ils ont pris un type qui ressemble à Sean Penn dans L'Impasse.
Non, moi, je ne le connaissais pas. Je connais Jeannette Margolin. Je ne sais pas si c'est de la famille, mais. Ouais. Je sais pas. Mais Margolin, c'est un type qui était un copain de James Garner et il a fait toutes ses séries télé avec lui. Toutes. D'accord. Mais c'est vrai, entre le moment où le flic, qui est magnifiquement interprété par Vincent Gardenia, lui dit qu'il a jusqu'au coucher du soleil pour quitter la ville, en gros, ou à la fin, quand il dit « fill your hand », remplis ta main, pour que l'autre... c'est un véritable duel. Et il y a un moment qui est très méta. C'est le moment où Bronson est en Arizona, justement, et il voit cette espèce de stunt show, ce show de cascade, où les types font ce qu'ils faisaient quand il était plus jeune. « Fill your hand », c'est une réplique de John Wayne dans True Grit. Voilà, bravo. Mais j'ai trouvé que le film était très référencé parce que tu vois la scène du Joker, tu sais, où le Joker commence à défourailler sur ces types de Wall Street dans le film de Todd Phillips, c'est la même scène que celle de Bronson, où il tire. Et même dans The Batman, le début de The Batman que j'ai fini par voir récemment sur HBO, c'est un peu cet univers glauque de ce New York avec ses métros graffités où tu es en danger à chaque coin de rue. Taxi Driver aussi. Taxi Driver, exactement. Bronson, au début, voulait filmer à Los Angeles, mais je crois que c'est Michael Winner et De Laurentiis. T'imagines Taxi Driver fait par Michael Winner. Avec Bronson. Avec Bronson. C'est vrai que Bronson, on lui avait proposé Die Hard. Je sais qu'on lui avait proposé Snake Plissken, on en avait parlé déjà, tu sais, pour Escape from New York. J'ai lu qu'on lui avait proposé Die Hard, mais sûrement pas au même moment que Bruce Willis, parce qu'il était bien trop vieux à cette époque-là. De toute façon, à l'époque, c'était pressenti pour Frank Sinatra, tu te rappelles au début, donc c'était possible de chercher des gens plus âgés, mais les héros d'action, c'était George C. Scott, c'était Frank Sinatra, c'était des gens d'une autre génération à cette époque-là. Mais en parlant de cette époque-là, 1974, citons quelques films pour rire, c'est l'année de Frankenstein Jr. et de Blazing Saddles, c'est l'année de Phantom of the Paradise, le saint patron d'Abracadapod, Brian De Palma, c'est l'année du Texas Chainsaw Massacre, un petit film du nom du Parrain, plus La Conversation aussi, grande année pour Coppola, le Parrain 2, pardon, grande année pour Coppola, Sugarland Express, le deuxième film ou le premier film au cinéma de Spielberg, on va dire, L'homme au pistolet d'or, un très mauvais James Bond, et Zardoz. C'est l'année de Zardoz. Zardoz. Le podcast Zardoz à découvrir ou redécouvrir sur Cinéflop. Chinatown surtout. Et Chinatown surtout, dont j'allais parler bien sûr. Et il y a également, spécial dédicace à Philippe, une version au cinéma de La Petite Maison dans la Prairie. Oh. Ouais, il y a un film qui a été fait avec, comment il s'appelle, Charles Ingalls. Ouais. Qui coupe tout le temps du bois, comme Charles Bronson dans Les 7 mercenaires. La boucle est bouclée. Moi, j'avais retrouvé des photos de Sean Penn, enfant, qui jouait très jeune, qui jouait dans La Petite Maison dans la Prairie. Ouais, je l'ai vu effectivement aussi. C'est l'année aussi du Taking of Pelham 1, 2, 3, Les Pirates du métro, ça s'appelle, je crois, en français. C'est l'année de Lone Wolf and Cub. Vous connaissez White Heaven in Hell? C'est le film, ils l'ont fait en remake avec La Route de la Perdition de Tom Hanks. C'est la version samouraï avec un samouraï qui part sur les routes avec son enfant dans un landau. Et qui, dans le Japon féodal, ils ont fait 6 films. Et il y en a un excellent en 1974. Et c'est aussi l'année de Mr. Fucking Majestic. Un des meilleurs Bronson, ouais. Ouais, Bronson travaille beaucoup à l'époque. Et c'est l'année aussi de Parallax View, dont nous avions parlé, Laurent, et de Dark Star, l'ancêtre d'Alien. Il y en a plus que ça encore. En 74, tu as Le Flambeur de Karel Reisz aussi. Ouais. Tu as Cinderella Liberty, moi, qui est un film que j'aime bien, de Mark Rydell, sur James Cain qui joue un marin. C'est ce romancier qui s'appelle Daryl Ponixan qui avait écrit Last Detail. Tu sais, il écrit que des histoires de marins. Tu vois. Là, c'était une histoire d'amour entre un marin et une pute qui était jouée par Marsha Mason. C'est un petit film qui n'est pas tellement connu, mais qui est vraiment pas mal, quoi. C'est une version réaliste de Popeye. Un petit peu, ouais. Non, mais ce blague à part, c'est pas mal et c'est un film pas connu du tout. En tout cas, Michael Winner sait choisir ses musiciens parce qu'il sort avec une jeune femme à l'époque qui joue une caissière d'ailleurs dans le film et qui lui dit il faut absolument que tu prennes Herbie Hancock qui n'avait pas encore réinventé quasiment le hip-hop mais avait un groupe qui s'appelait les Headhunters. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un grand musicien de jazz et de funk. Et on voit sa bande-son qui, par moments, est très film d'horreur aussi et qui passe au groove avec aisance. Winner, c'était quoi le film d'avant? C'était le film avec Bronson déjà ou je crois que c'est Chateau's Land. Non, c'était Le Cercle Noir. Le Cercle Noir, c'est ça. Ouais. Chateau's Land, où Jack Palance poursuivait Charles Bronson en indien.
C'est ça, où Charles Bronson, c'est une histoire que j'adore, moi. Charles Bronson tournait à Almeria, Soleil Rouge, où il avait le rôle principal avec Toshiro Mifune. Et Michael Winner tournait Shadowland en même temps à Almeria, c'est-à-dire à peu près dans les mêmes décors. Et Bronson avait accepté de tourner en même temps les deux films. Et comme ce qui explique pourquoi il apparaît très très peu dans Shadowland. On le voit sporadiquement comme ça dans les collines avec un fusil, il tire sur des gens, il n'a pas de dialogue du tout, presque. Et il apparaît très peu en fait. C'est le héros du film, mais on le voit presque pas. C'est très étonnant cette histoire. Mais Bronson et Palance sont les seuls acteurs américains qui pouvaient jouer les Indiens américains de façon un petit peu convaincante avec leur tête de russe. Ouais. C'était plus convaincant que Rock Hudson et Tony Curtis. Pas mal, ils ont joué les Indiens. Le Bronson, il avait ça en commun avec McQueen, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de parler, en fait. Tu vois, c'était des mecs, il suffisait qu'ils regardent le gars, tu lisais tout sur son visage. Quoi. Ou Eastwood, c'est Léon qui retire des répliques à Eastwood aussi, c'est pareil. Mais pour Bronson, il vaut mieux d'ailleurs qu'il parle pas, parce que je trouve qu'il perd beaucoup de sa mystique quand il se met à parler. Il a une voix un peu nasale, un peu plate comme ça, qui est intéressante, mais qui lui enlève un peu de ce mystère animal qu'il a quand il dit rien. Il joue bien, je trouve, dans le film quand même. Il y a des moments quand il est très bien dans Death Wish. Ouais, il y a des moments où quand il parle avec l'architecte ou avec les autres, il est assez presque crédible par moments. Mais tu as vu quand même quand la scène où il apprend la mort de sa femme, on coupe très rapidement. Tu as vu, on le voit pas. Si avait été Jack Lemmon, la scène faisait 1 minute. Alors que là, c'est 2 secondes. Il n'y a presque pas d'émotion, surtout le moment où on lui dit que sa fille est légume et tout ça. Tu vois qu'en fait, il a sa tête de toutes les autres scènes. Oui. Et une autre chose, c'est qu'il est censé jouer à ce qu'on appelle un libéral au cœur qui saigne. C'est vrai qu'il a le cœur qui saigne, comme on dit dans Peur sur la ville, mais alors qu'on voit que sa politique dans la vie était plus proche quand même des Républicains, et c'est vrai qu'il est peu crédible dans le rôle de ce type qui a une politique opposée à ce type du Texas, on pense. Il paraît qu'il était même d'extrême droite, non? Je crois. Je sais pas, mais c'est plus proche de Charlton Heston, et c'est vrai que le dialogue d'ailleurs est très 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 appuyé, très on the nose comme on dit. C'est peut-être. Il parle que de ça. Il parle que de ça, tiré directement du livre probablement, mais ils sont effectivement à chaque fois en parlant des droits des armes et des choses comme ça. Ouais, tout le temps. Il y a pas de réplique annexe. Tu vois, on parle que de ça. C'est-à-dire la criminalité qui baisse, qui monte, ces salauds qui gâchent nos rues. Enfin, il parle que de ça. Ouais. Oui, tu vois, il regarde la télé, c'est ça aussi, tu vois. Enfin, oui, c'est ça. Il y a des affiches dehors dans la rue, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de digression, si tu veux. Le film fait une énorme controverse à la sortie, un petit peu à la manière de Dirty Harry. Effectivement, tout le monde dit que c'est un film fasciste. Mais c'est vrai que ça deviendrait encore plus fasciste par la suite, parce qu'il tue de plus en plus de noirs dans les films canon. Tu as vu, ça devient carrément une guerre raciale par la suite. Bah là aussi, quand même, il y en a pas mal. Là, ça commence en milieu de film, effectivement. On voit que Michael Winner, au début, ce sont des blancs et après, ça devient des noirs. Dans Dirty Harry, il y a ça aussi au début, non? Enfin, la fameuse scène. Albert Popwell. 44, machin, c'est un black, je crois, qui est par terre. Ouais, c'est avec Albert Popwell. Qui apparaît dans tous les Dirty Harry. Le Charles Gérard de Clint Eastwood. Le Charles Gérard. Dirty Harry, ils auraient pu le proposer à Bronson, ça aurait été pareil. Quoi. Enfin, ça aurait été tout à fait un film pour Bronson, ça n'aurait pas été la même chose. Mais... C'est vrai, d'ailleurs, quand il marche au début dans son cabinet d'avocat, avec l'acteur qui s'appelle Redfield, qui jouait un des fous de Voltune et du Coucou, je l'ai reconnu directement. William Redfield, quand ils marchent ensemble, j'avais oublié qu'il était architecte pendant une seconde et je me suis dit, ils sont dans un commissariat, c'est un flic. Bronson. C'est vrai. Et t'as vu, il fait quand même des petits efforts de composition. Tu vois, tu disais qu'il changeait pas de tête quand il était à l'hôpital. C'est pas tout à fait vrai. T'as vu, il transpire. Il s'essuie le visage avec un mouchoir. Tu vois, il fait pas ça, Bronson, d'habitude. Il fait rien. Ouais, c'est vrai. Là, il s'essuie quand même. Ouais, puis il a une étrange moustache parce qu'effectivement, on dirait qu'elle est coupée un petit peu sur le côté. Comme une cicatrice très fine. C'est comme s'il avait, il y avait une moustache qui poussait sur sa moustache. C'est très curieux. J'aime bien quand il commence à tuer les mecs parce que la première fois, il tire une première fois, il a presque l'air étonné, puis après il se rapproche et il tire une deuxième fois. Et tu as vu, il tire à travers son manteau aussi, un petit peu comme Robert Mitchum perçait sa veste avec son cran d'arrêt dans La Nuit du Chasseur. Mais Philippe, je voudrais que tu nous parles un petit peu de Jeff Goldblum. Bon, avant de devenir la mouche, dans ce film, c'est la mouche à merde. Il est horrible. C'est la mouche à merde, oui. D'abord, c'est son tout premier film. Ouais. Tiens, il y a mon chat qui arrive. Viens, mon petit. Tu le vois? Nos views vont augmenter. Viens, sur YouTube. Beau. Alors, donc, c'est son premier film. Il est très jeune, je crois qu'il doit avoir 22 ans ou quelque chose comme ça. Et
Et il avait été super choqué, il paraît, parce qu'il avait préparé son rôle, il avait beaucoup étudié les costumes. Ça, c'est lui qui me l'avait raconté. Et donc, il avait envie de parler au réalisateur le premier jour de tournage. Tu vois, il l'avait jamais rencontré. Et l'autre lui a dit non. L'autre a dit, je voudrais qu'on discute. Il dit non. Et allez, préparez-vous, moteur, machin. Et il paraît qu'il lui hurlait dessus. Wow. Ça l'a traumatisé. Winner hurlait, bougez-vous, bougez vos culs, on la refait tout de suite, allez, descend, remonte. Wow. Et l'autre était, il avait les deux autres jeunes acteurs étaient pareils, ils étaient complètement. Oui, il y en a un qui a l'air sorti des Warriors, come out to play. Oui, c'est vrai. Et il y a un grand chauve qui, je crois, c'est le chanteur de Burning, Burning Oil. Comment s'appelle ce groupe? Midnight Oil. Midnight Oil. Ah ouais, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Je déconne. Mais Bloom, il a refait un film avec Winner après, quoi. Il fait la Sentinelle des Maudits, quoi. Ouais, exact. Il a refait un film avec Bronson qui s'appelait Monsieur Saint-Yves aussi. C'est ça, ouais. Exactement. Et, mais ce qui est marrant, enfin, ce que je trouve très bon dans le film, très intelligent, c'est que les trois salopards du début sont pas punis du tout. Non. C'est-à-dire qu'ils violent la femme et la fille, ils disparaissent du film, et c'est très réaliste. L'autre ne peut pas les retrouver dans New York, c'est clair. Ouais. Alors que le pauvre remake de Eli Roth, qui est un metteur en scène que j'aime bien par ailleurs, Bruce Willis, qui est pas du Charles Bronson, trouve les criminels qui ont tué sa femme. Ce qui est con. Mais il paraît qu'il y avait une version du scénario du Death Wish où ça se terminait, où il retombait sur les mecs qui avaient tué sa femme et les mecs le tuaient. Ouais. C'est dans le bouquin que c'est comme ça. Je crois que c'est dans le livre, effectivement, qu'il y avait une fin beaucoup plus morale, où tu périssais par là où tu avais péché, en fait. Par contre, je pense que ça n'a pas dû plaire au grand public, puisque dans le 2, il retrouve effectivement ceux qui ont tué sa fille. Ah oui, c'est ça. Ouais, et il les dégomme tous. Ben, c'est avec un des tueurs qui dit You believe in Jesus. Ah ouais, c'est ça. Et le 2 est très choquant, je me souviens, il y a des scènes sexuelles, enfin, il y a un viol qui est très pénible. Mais ça, c'est Michael Winner, qui est un horrible type, apparemment. Effectivement, il torture ses actrices, véritablement, parce qu'il y a l'actrice dans le 2, je crois, ou c'est dans le 3, je ne sais plus, est devenue une actrice connue par la suite de Star Trek. Et elle a dit, j'espère que Michael Winner est en train de pourrir en enfer après sa mort. Elle parlait à beaucoup. Le 2, la scène de viol de la femme de ménage de Bronson dans le 2 est ultra choquante. C'est du limite pornographie. C'est pas utile en plus. On dirait qu'ils font des concours ensemble, Peckinpah, Kubrick et eux, à qui va montrer le viol le plus choquant, et c'est pas la peine. Mais ça a été recoupé après, ça a été édité pour la vidéo, le Death Wish 2, parce que moi j'ai essayé de le revoir et j'ai pas du tout revu les scènes choquantes que j'avais. Là, il est ressorti aux États-Unis en Blu-ray, remonté, c'est-à-dire avec la version intégrale. Quand elle s'échappe en sautant par la fenêtre et qu'elle s'empale sur les herses, là, enfin sur les pics. Moi, dans ce que j'ai vu, en fait, elle est déjà empalée dessus quand le montage est bizarre. On sent qu'ils ont enlevé des trucs, quoi. C'est possible, mais effectivement, c'est surtout dans le viol. Le viol a été ultra raccourci, tant mieux, tu me diras, mais en tout cas, c'est pas la version intégrale. Et maintenant, ils l'ont ressorti en version intégrale et c'est toujours, je l'ai jeté un œil et c'est toujours aussi répugnant, quoi. De Laurentiis déteste le titre Death Wish. Il n'aime pas le mot death dans un titre. Et vous avez vu le titre au départ, ce que c'est? Non. Sidewalk Vigilante. C'est pas mal, je crois. Ouais. C'est pas mal. Au départ, il pense à Henry Fonda pour le rôle du chef de police. Quand ils écrivent une mouture, c'est le chef de police qui est le héros du film, un peu plus dans le mode de l'étrangleur de Boston, avec Tony Curtis. Ça aurait été pas mal de refaire Bronson, Henry Fonda, mais cette fois dans l'autre sens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Absolument. Mais la musique apporte quelque chose. Hein. Moi, je trouve que la musique va bien avec le film. Et ça c'est pas une musique que tu attends dans ce genre de film, quoi. Ça décale un peu, je trouve. Ça enlève complètement le côté documentaire. Enfin, tu vois, ça décale presque en BD, quoi. C'est. Vous savez, c'est la première fois où Bronson n'est pas d'accord avec son agent, parce que son agent ne veut pas qu'il fasse le film. Le film est rejeté par les studios déjà au départ par sa violence. C'était arrivé la même chose avec Dirty Harry et Bronson, qui est très intelligent, tu le vois. J'ai vu une interview pour l'émission où il est en promotion avec Lee Marvin sur Death Hunt, un très bon film. J'ai vu. Voilà, qui est un formidable film de survival. Et tu as vu cette interview, Philippe? Oui, je l'ai vu et il parle de Gary Cooper de manière incroyable, je trouve. Ouais, il est très pas ce moment où il dit c'est un acteur poétique. Ouais, c'est beau ce qu'il dit. Ouais, non, c'est très beau ce qu'il disait. Ouais. J'étais frappé par son intelligence.
Moi, j'aime bien les scènes où tu vois Bronson qui se balade tout seul dans les rues la nuit, tu sais. Tu as l'impression que c'est une sorte de version d'Eyes Wide Shut, tu sais, où tu as avant l'heure. Tu verrais bien Eyes Wide Shut avec Tom Cruise, tu sais, tout d'un coup, des mecs, tu sais, les gars qui le bousculent dans la rue, dans Eyes Wide Shut, tu le verrais bien sortir un flingue, tu vois, et les gars. Je me suis demandé au bout de combien de temps il faudrait pour que tu parles d'Eyes Wide Shut. Je suis pas déçu. Non, mais en revoyant le film, là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est tout à fait exact. L'autre marche, tu sais, dans la rue. Bronson et Jill Ireland auraient été très bien dans Eyes Wide Shut. C'est vrai. Il y a quand même un truc, c'est que les gangsters, enfin les voyous, là, quand ils braquent, tu vois arriver Bronson, je sais pas si c'est lui que tu as envie de dépouiller, tu vois, quand même, parce qu'il a quand même une tronche, il n'est pas très avenant. Oui. Tu vois. Mais il fait peur. Tu sais, là où il fait le plus peur, c'est quand il embrasse Hope Lange sur la plage à Hawaï. J'étais terrorisé pour elle, vraiment. Oui, à Londres, là, on va aller à l'hôtel. Mais c'est une version. Tu l'as rencontré Bronson ou pas? Parce que dans ton bouquin, je me souviens, tu as rencontré tellement de gens dans ton bouquin. Memorabilia, l'extraordinaire livre de souvenirs de Philippe Sedbon et une recommandation abracadapod. Non, je n'ai pas rencontré. L'anecdote que je racontais dans le livre, c'est qu'en fait, j'ai refusé de le rencontrer. Voilà, c'est ça, il me semblait qu'il y avait quelque chose dans ton bouquin sur lui. C'est pas que j'ai refusé, j'ai pas voulu, disons. Mais le film est une version urbaine de ce film qui s'appelle Walking Tall en 1973 avec Joe Don Baker. Tu sais, donc effectivement, la vengeance est dans l'air. Il y aurait un film par la suite. Joe Don Baker joue un policier, ce qui est différent. C'est ça, non, c'est vrai. Ouais. Et vous rappelez de ce film qui s'appelait L'Exterminateur où cet acteur mettait un truand dans un hachoir? Oui, magnifique. Tu voyais les steaks hachés qui sortaient comme ça par kilo. Ça d'une grande poésie. Je me rappelle de rien d'autre dans le film, mais ça, je m'en rappelle. C'est comme la scène des saucisses. Tu te souviens les saucisses dans Prime Cut? Ouais. Sur Facebook, l'autre jour, il y a Schrader qui avait revu Prime Cut et qui n'en revenait pas à quel point c'était choquant, quoi. Pour choquer Schrader, tu vois. C'est drôle. Mais tu as vu, il y a 8 ans entre le premier Death Wish et le deuxième, Bronson ne veut pas faire de suite. C'est une époque où on ne fait pas véritablement des suites, ou alors c'est vu comme une espèce de cash grab d'un truc fait à la va-vite. Et il est encore plus vieux dans le deuxième, c'est vrai, et ça se sent. Ouais. Et bien Winner avait fait des déclarations intempestives. Il aurait dû la fermer quand il a fait le premier Justicier. On lui avait demandé s'il allait tourner des suites. Il avait dit, moi, jamais je tournerai de suite. C'est ridicule de faire des suites des films à succès. C'est grotesque, etc. Il y a plein de caméos. Vous avez remarqué tous les caméos qu'il y a dans le film? De gens connus? Il y a Olympia Dukakis, j'ai vu. Exactement. Il joue une femme flic. C'est ça. Il y a qui j'en ai vu? Le jeune flic avec Vincent Gardenia à la fin qui va fermer les yeux sur l'affaire avec le flingue. Vous savez qui c'est? Olympia Dukakis, elle était mariée avec Vincent Gardenia dans Moonstruck, tu sais, Exactement. Donc, vous savez-vous qui est ce jeune flic? Christopher Guest, bravo. Il y a Paul Dooley aussi, Paul Dooley qui est un acteur de Robert Altman. Exactement, qui jouait Gontran dans Popeye. Oui, c'est ça. Et savez-vous qui joue le rôle du portier de l'immeuble de Charles Bronson? Non. C'est grand-père Monster de la famille des Monsters dans la série télé. Ouais, Al Lewis. C'est une légende. Quel beau rôle il a dans Death Wish. Non, le plus délirant, c'est dans La Sentinelle des Maudits de Michael Winner, où tu as quasiment une star au mètre carré, quoi. C'est-à-dire, la moindre scène dans la rue, il y a même, alors il raconte à un moment, il y a Richard Dreyfuss qui vient sur le tournage pour dire bonjour, tu vois. Et tu as Michael Winner, il lui dit, tiens, tu vas être figurant là dans la scène. Et tu vois Richard Dreyfuss qui parle avec un mec dans la rue, tu vois, mais on s'arrête même pas sur lui, quoi. Tu vois, c'est un figurant. Et tu sais pourquoi il était copain avec Richard Dreyfuss, Michael Winner? Parce qu'il le voulait absolument pour jouer dans The Mechanic, le flingueur. Et Bronson avait refusé. Il détestait Richard Dreyfuss, il ne voulait pas qu'il soit dans le film. Et donc l'autre, Michael Winner, a choisi finalement Ian McKellen-Vincent. Et quand les premiers jours de tournage, il est allé voir Bronson. Winner, il dit alors, t'es content? Il dit bien, mais Jean-Michael Vincent. Il fait non, je l'aime pas non plus. Mais pourtant, il n'était pas connu de Dreyfuss à l'époque, non? C'était avant les. Non, mais il l'aimait pas. Il avait dû passer des essais ou quelque chose comme ça. Tous les durs n'aimaient pas Dreyfuss, puis c'était très mal entendu avec Robert Shaw sur Les Dents de la Mer aussi. C'est vrai. Mais Dreyfuss, la première fois que tu le vois dans un film, en fait, tu l'entreaperçois dans le lauréat, quoi. C'est-à-dire, t'as Dustin Hoffman qui à un moment est dans sa chambre, je sais plus, dans la chambrée là où il dort quand il est étudiant là, et il ouvre la porte de sa chambre et t'as des mecs qui viennent lui parler et tu vois la tête de Richard Dreyfuss qui est derrière, quoi.
Mais à 4 minutes 30, Bronson est en chaussons et en pyjama. Et c'est très étonnant quand même, avec cette tête de brute. C'est ce que je te dis. Ils ont fait tellement d'efforts pour qu'on le débronsonise. C'est un énorme effort qu'ils ont fait. T'as vu en plus comment il enlève ses pantoufles, ça m'a beaucoup marqué ça. Il n'enlève pas comme on fait tous, quoi. C'est un coup sur le talon et là il prend son pied dans la main, il enlève la pantoufle, il la pose calmement par terre. C'est très marrant, ça fait comme un petit monsieur, tu sais, qui fait les choses posément, proprement. C'est pas du tout Bronson, quoi. Et le remake avec Bruce Willis, vous l'avez vu ou pas? Ouais. Non, j'ai vu des scènes sur YouTube, mais il paraît que c'est pas terrible. D'abord, il y a un agenda très extrême droite du film. Mais c'est quoi, je m'en souviens plus. C'est hyper gore ou pas? Parce qu'avec Eli Roth, je me dis. Il y a 2-3 scènes très très gore, mais surtout tu as un Bruce Willis qui est très somnambulique, qui avance dans le film en pilotage automatique et qui est pas là une fois de plus, tu vois. Il joue un chirurgien cette fois-ci. Il était déjà sous aphasie, là. Enfin, il avait déjà ses problèmes. Je sais pas, c'est pour ça que je ne vais pas critiquer sa performance, mais c'est vrai que le film, c'était Stallone qui devait faire le remake au départ. Oh. Stallone qui finirait par faire son propre remake raté d'un autre grand film de vengeance, Get Carter. Celui qui est très très bien dans le film, c'est Vincent D'Onofrio, qui joue le frère de Willis. Un rôle et qui est pour pas le coup, dans le... c'est lui qui pique le film. Il aurait été très bien dans le rôle principal. Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas un rôle qui n'est pas dans le film de Bronson, mais qui est peut-être dans le livre, effectivement. Je sais pas. Enfin, il remplace en fait le gendre dans le film original. Parce que Winner, il disait qu'il voulait pas faire de suite, mais il avait par contre fait un prequel. Vous voyez lequel c'est? Oui, non. Le Corrupteur. Voilà. Mais qui est un film un peu vicelard et tout, mais que j'aime bien, moi. Oui, il est bien. C'est un des bons rôles de Brando. C'est le rôle qu'il a fait juste avant Le Parrain, parce que Coppola, en fait, est venu le voir sur le tournage. Tu vois, pour lui parler du Parrain. C'est en Angleterre. Tu as vu quand Jeff Goldblum et ses copains arrivent dans le supermarché, ils font un bruit énorme et la mère et la fille ne se rendent compte de rien alors que ça se passe à 2 cm d'eux. Il y a un truc que j'ai adoré, si tu regardes bien, je pense qu'il ne devait pas avoir le droit de tout péter, tu sais, dans le supermarché. Il y a un moment, il joue avec une dinde. Tu as vu, il balance une dinde et avant de repartir, Goldblum la remet gentiment en place. J'adorais ce détail. On voit les fesses de Goldblum à un moment, non? Parce que quand il enlève son pantalon pour violer la fille, là, il a les fesses à l'air, quoi. C'est terrifiant, ça, c'est vrai. Et Goldblum, j'avais vu une interview de lui où il parlait de ça et il disait en fait qu'il était très excité de jouer là-dedans parce que tu pouvais te dire, tiens, c'est peut-être l'acteur de gauche aujourd'hui qui va dire qu'il a honte d'avoir tourné là-dedans, mais en fait, pas du tout. Hein. Il disait c'était son premier film, qu'il était vachement excité, tu vois, que. D'où sa déception. D'où sa déception après quand. Il racontait qu'il avait passé la nuit, il n'avait pas dormi de la nuit avant parce qu'il repensait à tout ce qu'il allait falloir faire, tu vois. Le mec, c'était la grosse émotion, quoi. Mais le casting directeur l'a choisi parce qu'il était grand. Ouais. Et il ressemble, il y a des moments quand il sourit, il fait très Joker d'ailleurs. Justement, il aurait probablement été meilleur que Nicholson à l'époque de Burton. Oui. Parce que plus jeune, ouais. D'ailleurs, tu as vu, pour rentrer dans le cadre, il est tellement grand qu'il est toujours plié en deux dans le film. Mais c'est un mélange des Droogs et des Warriors, parce que c'est vrai qu'ils sont très terrifiants. Il y a même une vibe de la famille Manson, et ils mettent même des swastikas sur le mur pour être sûr qu'on couvre toutes les bases, t'as vu? Mais ça fait penser un peu à Manson. Justement, ouais, c'est le Helter Skelter. Ouais. C'est ça, ouais. Mais le crime est tellement choquant et violent que ça justifie complètement l'implication de Kersey, et on est tout de suite de son côté. Oui, c'est vrai qu'ils en font un peu des caisses pour les rendre. Je trouve que Winner va beaucoup trop loin. Stephen Keats, qui jouait son beau-fils dont tu as parlé, je l'avais vu dans Les Amis d'Eddie Coyle. Sublime. Ouais. Oui, il est très bon acteur, Stephen Keats. Qui est mort très jeune, je crois. Oui, il est mort très jeune. Il était dans Black Sunday de Frankenheimer aussi. Ouais, c'est vrai, mais il y a un beau casting autour de Charlie, je trouve. Vincent Gardenia est formidable. Tu as parlé de lui dans Moonstruck. Tu as vu, il passe son temps à éternuer un petit peu comme Martin Balsam dans Pelham. Mais c'est surtout acteur studio, ça. C'est pour faire exister le rôle, il a trouvé ça. C'est ça, exactement. Sinon, c'était rien qu'un flic, quoi. Quand tu lis le bouquin de Winner, ses mémoires, là, tu vois, en fait, mais il a travaillé avec pratiquement tout le monde, quoi. Enfin, il a des anecdotes sur pratiquement tous les acteurs. Il a croisé, de Brando à Sophia Loren, en passant par Ava Gardner. C'est assez impressionnant, quand même, tous les acteurs qu'il a dirigés. Oui, puis il a fait la jonction entre le nouvel Hollywood et l'ancien Hollywood. Donc Alors, pas toujours dans des chefs-d'œuvre, tu vois, mais quand même, il a travaillé avec beaucoup de monde. Hein, ouais. Mais je pense qu'il filme de façon honnête, et la lumière est très réaliste, comme dans les années 70.
Et je trouve que c'est bien foutu quand même, ça bouge bien. Et j'aime bien la scène de l'enterrement sous la neige avec Bronson avec ses beaux cheveux. C'est triste, un Bronson sous la neige. Ouais. C'est ça que j'aime bien dans le film aussi, c'est qu'il profite des intempéries, tu vois. C'est-à-dire, il devait neiger à mort, il dit tant pis, on tourne, quoi. Tu vois, Il raconte qu'il fait super froid en fait quand ils ont tourné le film. Toutes les scènes dans Central Park la nuit. Enfin, il a le nez rouge. Bronson a le nez rouge souvent, vous avez remarqué? Si, c'est vrai. On dirait un russe encore plus. Mais t'as vu, il boit du lait dans le film avant de partir tuer des voyous. C'était du lait plus, en fait, comme dans Orange Mécanique. Du Jacorova Milkbar. Il se prépare une soirée d'ultra-violence, en fait. Et j'adore comme les Quarters ont leur entrée comme des personnages. T'as vu, ils ont un gros plan dans le film, les Quarters, avant d'aller dans la chaussette. T'as vu? Et Bronson est formidable parce que quand il fait tourner les chaussettes autour de lui, chez lui, après avoir eu cette espèce de coup d'adrénaline, on sent effectivement qu'il est un autre homme et il joue très bien, je trouve. D'ailleurs, tu as vu, la chaussette pète et il perd toutes ses pièces. Et c'est sûrement arrivé par accident. Exactement. Et j'aime bien sa réaction. Il est formidable. C'est quoi son meilleur film comme comédien à Bronson? Bonne question. Moi, je dirais. Je parle pas de son meilleur film, hein, je parle de. Non, de là où comme comédien, Hard Times, je pense. Ouais. Le bagarreur. Ouais. Je m'en souviens mal, moi. Ouais. De Walter Hill avec James Coburn, où il fait un boxeur à poings nus pendant la Grande Dépression. Ouais, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas bien. Il est fantastique dedans. Il est vraiment très bon acteur. C'est pas que une gueule. Il est. Tu dis que c'est les films où il a pas de moustache où il est le meilleur, Philippe. Mais moi, je trouve quand même il est formidable dans celui-là. Et t'as vu, son beau-fils passe son temps à dire Dad, Dad, à l'appeler papa, mais t'imagines appeler Bronson papa comme ça. C'est terrifiant. Il y a des trucs très, très simplistes qui sont rigolos. Tu sais, quand son fils vient le voir et que pour montrer qu'il va mieux, il a mis la musique à fond, une musique horrible, à fond dans l'appartement. Ouais. Et il prépare le dîner, ouais. Il jouait dans un film de Sean Penn, Bronson aussi. Ouais, Indian Runner, il était super dedans. Il était bien dedans, je me souviens. Il pleure dedans, je crois. Mais c'était un tout petit rôle, hein. Il avait 10 minutes de présence. Oui. C'est ça. Mais il était excellent. Il était un peu inattendu là-dedans, tu vois. Ouais. J'adore la tenue de cow-boy du mec de Stuart Margolin à Tucson. J'ai toujours rêvé d'avoir une tenue, un costume de cow-boy élégant. Tiens, au fait, tu as vu dans le stand de tir, il y a une affiche de Lawman de Michael Winner. Ah ouais. Ouais. Il y a les mecs qui s'autocitent, tu sais. Oui. T'en as certains comme ça dans leurs films, tu vois. Alors, je sais pas si c'est pour des questions de droit, mais soit tu vois le personnage qui regarde un de leurs films, tu vois, ou soit tu vois des affiches. Mais d'ailleurs, Bronson lui fait un sort à l'affiche parce qu'il se dirige un peu vers elle, il la regarde. Enfin, il a fait plaisir à Winner, quoi. Ouais. Et tu as vu comme il justifie le fait qu'il a fait la guerre quand même. Je crois, au départ, dans le scénario, c'était la Seconde Guerre mondiale, mais ils ont essayé de le rajeunir en faisant la guerre de Corée, justement. Et il dit qu'il était objecteur de conscience. Je ne sais pas si ça vient du livre ou pas. Mais après, il justifie pour dire qu'il n'avait pas fait de combat. Ouais. C'est ça. Mais après, il justifie le fait qu'il tire aussi bien parce qu'il chassait beaucoup avec son père, qui a été pris son père a été pris pour un daim et a été tué. En fait, Bronson. Robert De Niro, Bronson a la même origine que Bambi dans le film. The Deer Hunter, c'était Walken et De Niro qui passaient par là. Tu vois. C'est The Deer Hunter. Tout se recoupe. Je pourrais faire un crossover, tu vois. Un mash-up. The Deer Hunter, Bambi et Justicier dans la ville. Mais tu as vu, il explique qu'à New York, c'est pareil à Los Angeles, tu peux avoir un flingue, c'est la même chose aujourd'hui, mais ça coûte très cher. Dans le nouveau film avec Bruce Willis, il y a un mec qui se fait hospitaliser, un gangster, et son flingue tombe par terre et Bruce Willis le ramasse. Comme si le mec n'avait pas été fouillé avant d'être mis dans l'ambulance. Bruce Willis, il est docteur, non? Enfin, médecin. Chirurgien. Voilà, il torture un mec en lui touchant les terminaisons nerveuses. Il est plus proche de Laurence Olivier dans Marathon Man. Man on Fire. Voilà, exactement. Ouais. Mais c'est très long avant qu'ils se mettent à défourailler Bronson, quand même. Tu as vu, il y a une longue exposition. Le film prend son temps. Aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite. Vous voyez la légende qui veut qu'un des voyous, à un moment dans la scène de la ruelle, soit Denzel Washington. Non, c'est pas vrai, je crois. Ouais, j'ai mis sur pause. Il avait répondu dessus. Ouais, il lui ressemble un peu quand même. Il lui ressemble, c'est vrai, mais par contre, il a nié. Il a dit, je faisais pas du cinéma à l'époque, j'ai jamais tourné dans ce film. Il a peut-être honte. Il était surtout trop jeune, non? Quel âge il a, Denzel? Il est pas si vieux que ça. Non, ça allait pour les âges. Il devait avoir 19 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais t'as vu, tu parlais de référence à d'autres films, Laurent, dans la séquence de Central Park, on a l'impression que Bronson fait du cruising un peu quand même. Oui, c'est entre Ice White Shot et Cruising.
Mais ça fait un peu film d'horreur aussi. C'est très bien filmé par Michael Winner, avec ce froid qu'on sent. C'est un peu Jack l'Éventreur, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que dans la photo derrière moi, qui est l'affiche du film, le lampadaire, on dirait que Bronson est en train de tenir un ballon comme dans Hit, tu sais. Oui, c'est vrai. Il tire sur Pennywise, en fait. L'exorciste fait par Michael Winner, t'aurais eu le père Mérine qui aurait sorti son flingue, tu vois, au pied du lampadaire. Aussi. Do you believe in Jesus? Tu as vu la tête des figurants, c'est incroyable. Les loupards ont des têtes totalement dégénérées. Et même le flic qui bosse avec Gardenia, tu as vu? Ouais. Ce mec, c'est un homme des cavernes, quoi. Mais ce qui est bien fait, c'est l'après-violence, quand il vomit, tu vois, quand il est malade, et après quand il jubile aussi, on sent bien quand même l'aftermath de la violence, et qu'on perdrait complètement dans les films suivants. Et les flics sont beaucoup plus efficaces pour retrouver Paul Kersey que pour retrouver Jeff Goldblum, vous avez remarqué quand même? C'est vrai. En 3 jours. Mais après, le film, tu as tout le truc sur les médias, enfin, ça, c'est très 70s aussi, tu vois, sur le côté. En fait, il faut rien, tout le marché, là, toute la fin du film, enfin, quand il passe un deal avec lui pour qu'il quitte la ville. Ça, c'est le côté Lumet, et ça m'a fait penser, bon, bien sûr, à un peu, mais le gang Anderson aussi, tu sais, ces immeubles new-yorkais, ces concierges d'immeubles et tout, ça fait penser. Mais tu te dis que Lumet, lui, il aurait surtout mis l'accent beaucoup là-dessus, je crois, enfin, tu vois, sur le côté. C'était bien cette idée, quand Gardenia est convoqué par ses supérieurs et qu'ils lui disent on n'en veut pas. Ouais. Si vous le capturez, on n'en veut pas. Ouais, et puis on veut pas faire de lui un martyr aussi. Ouais. Mais tu as vu les deux voyous dans le métro qui ont cette scène qui ressemble énormément au Joker qu'ils ont pompé. Il y a un des voyous qui ressemble à Bruce Springsteen. Et tu te rappelles, dans Banana, c'était un rôle que tenait Stallone avec Woody Allen. Ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce mec, c'est le réalisateur de ce film avec De Niro, tu sais, comment il s'appelait? John Herzfeld. Il avait fait un film avec De Niro. Ah, 75 minutes ou je sais plus quoi. 40 oui, c'est ça. 15 minutes ou quelque chose comme ça. 15 minutes, je crois. Décidez-vous, les gars. 15. Va te juger, vendu. Dans le film, il y a une scène, c'est la première fois que je vois ça dans un film d'action, il se soigne lui-même. Tu as vu, on verrait ça dans Rambo aussi, ça deviendrait quasiment un cliché du mec qui se recoue ou qui utilise de l'alcool, mais c'est la première fois que je le vois. Je trouve que cette scène, bon, la plage, ça passe un peu mieux, mais c'est une des rares complaisances que je trouve un peu dommage, c'est qu'on le voit torse nu et qu'il n'y a aucune raison qu'un architecte new-yorkais de 50 ans ait cette musculature, tu vois ce que je veux dire? Et vous êtes sûr que c'est pas comme Kirk Douglas, que Bronson n'avait pas dans son contrat une clause où il devait être torse nu dans tous ses films? C'est possible. C'est possible. Mais tu as vu, il a des bras vraiment extrêmement bien bâtis, et après stéroïde, en tous les cas, il n'a pas un corps, justement, non. comme Schwarzenegger ou comme Vin Diesel. À la fin du film, tu as vu, il peut plus s'arrêter, il est devenu addict. Cette extraordinaire fin où il fait ce pistolet avec son doigt à Chicago. Ouais. Et on sent que c'est véritablement une addiction et que maintenant, ça va recommencer à Chicago. Mais ce sourire, Bronson fait peur quand il sourit, et il est extraordinaire, là. C'est pas une scène improvisée, ça, ou c'est pas une scène que Bronson a inventée? Je crois qu'elle n'était pas dans le scénario, ce truc où il arrive à Chicago. C'est très possible. Je crois que c'est d'après mes souvenirs, c'est Winner qui a eu l'idée sur le tournage et Bronson a refusé de le faire. Il voulait pas faire ça. Il dit c'est pas le rôle, j'ai pas envie de faire ça, etc. Et finalement, il s'est laissé convaincre. Et effectivement, c'est l'image la plus célèbre du film. Bah oui, parce que moi, je me demande même s'ils n'avaient pas mis ça sur la jaquette d'un DVD à un moment où c'était devenu carrément le... C'est très emblématique. D'ailleurs, Bruce Willis le refait un peu moins bien dans le film, et on verrait que Clint Eastwood le ferait dans Grand Torino aussi. Aussi, ouais. Bien, merci mes cinébuddies pour cette descente aux enfers. Le métro entre en gare. Vous fûtes des compagnons valeureux, et comme disait le musicien sur le Titanic à ses collègues, ce fut un honneur. Et on se retrouve très vite pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et n'oubliez pas surtout de souscrire à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lénoff et de découvrir ou de redécouvrir le podcast Death Wish 3 sur Cinéflop. Voici venue l'heure de vos noms et vos catchphrases. Laurent Vachouk, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, chicken's good. I like chicken. Jean Weber pour Abracadapod et Cinéchat, signing off. Do you believe in Jesus? Yes, we do. Well, you're gonna meet him. Que disiez-vous? Vous entendez les oiseaux derrière là ou pas?
Ah non, moi non. Ah bon, Je suis parfait, sûr. parce que je suis dans un film d'Hitchcock, je sais pas ce qui se passe. Et bienvenue dans Ciné Chat.